On est dans le monde réel et dans le monde réel, les discours qui peuvent séduire un certain nombre d'individus sur le papier, jusqu'où vont-ils dans la vraie vie? Mmh. Combien de monsieur moyens sont prêts à, franchir un tel cap, à reprendre en main leur vie? Ça, c'est une question plus délicate, plus délicate. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Laurent Humberton, essayiste et ancien journaliste. Bonjour Laurent Humberton. Bonjour. Alors vous sortez un nouveau livre, De boue et de sang, aux éditions Magnus, un livre qui traite de la guerre de 100 ans. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Alors oui, c'est un projet qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, parce que j'ai écrit des essais, de société, comme on dit. J'ai écrit des récits criminels, sur, par exemple, Breivik Mmh. ou, Lubitsch. J'ai écrit, des romans d'anticipation comme Guérilla. J'ai écrit des manuels de développement personnel comme Guerre, par exemple, ou Raisonnablement sexiste, qui est plus une réflexion sur les sexes, les hommes et les femmes. Et là, eh bien, cette idée m'est venue quand j'avais écrit Guerre, j'avais dans cette idée qu'il fallait euh, pas seulement se contenter de critiquer l'offre culturelle existante, c'est-à-dire de dire oui, les jeunes ne consomment que des mauvaises choses, que ce soit en musique, en Mmh. fiction, en série, etc. Si on se limite à la critique de cette offre sans en proposer une autre, on fait partie du problème. Donc je me suis lancé ce défi d'apporter voilà, une offre culturelle originale sur une période que tout le monde imagine connaître, parce qu'on a tous les récits en tête, les Mmh. chevaliers, Jeanne d'Arc, etc. Mais en réalité, très peu d'entre nous connaissent réellement ce qu'était la vie de cette période-là. Donc j'ai voulu voilà, offrir ça à mes lecteurs, faire ce travail. Je me le suis offert d'abord à moi, parce que c'est toujours un voyage, une aventure. J'ai découvert plein de choses aussi. Et comme ça, de leur montrer la comparaison entre l'état d'esprit de cette époque-là et la nôtre, et voilà, de les faire réfléchir à ça. Et aussi de montrer que Luc Besson n'a pas le monopole de Jeanne d'Arc, et qu'on peut faire aussi. On a un trésor vraiment dans nos archives qui est un petit peu à l'abandon, qu'on laisse aux thésards ou aux historiens très spécialisés. Et il y a vraiment de quoi. Enfin, il y a une matière formidable, je pense, pour inspirer les jeunes générations. On le faisait avant, je sais que la transmission était très importante, on racontait ces histoires, ces héros, ces légendes, et on le fait un peu moins, et c'est dommage. Donc là, j'ai essayé de... Encore une fois, j'ai rien inventé, hein, la matière était là, il n'y a qu'à se baisser, il y en a à toutes les périodes, tout le monde peut le faire. C'est un roman historique ou un Oui, essai? c'est complètement un roman historique, c'est-à-dire vraiment, j'ai pris un personnage qui est un acteur un peu secondaire de la guerre de 100 ans. C'est-à-dire il n'est pas issu d'une grande lignée, c'est un campagnard, il va se retrouver engagé dans cette guerre. Il est dépassé comme beaucoup d'autres par l'histoire, et il va avoir son rôle de l'ombre comme beaucoup d'autres. Il va avoir sa vision, vision très propre, enfin qui est la sienne. C'est le genre de gars qui n'apparaît pas dans les chroniques parce qu'on ne nommait que les individus importants, connus. Donc, à travers sa vision, on découvre la France d'alors et l'état d'esprit de ce peuple, de nos ancêtres. Et voilà, on suit son histoire et on croise les personnages historiques et les grandes batailles. Et voilà, à travers ce regard original de quelqu'un qui avait la culture d'alors, c'est-à-dire il est à la fois avant toute chose, il parle très peu et il ne sait pas lire. Et il est formé par ce qu'il a en lui, par ce qu'il voit, par ce qu'il découvre. Et est-ce que ce genre de roman historique, d'essai, est-ce que c'est pas ce qui a manqué à la droite à un certain moment, d'avoir de l'histoire mais qui soit accessible en fait au jeune public, le fait de revenir à ses racines aussi? Oui, moi, c'est vraiment une conviction que j'ai, c'est on a complètement délégué cette mission primordiale qui était de transmettre
Qu'on délègue la sécurité, qu'on délègue un tas de choses à l'État, c'était déjà pour moi une aberration. Ce que j'ai voulu montrer avec ce livre, c'est qu'à cette époque-là, on ne faisait pas ça. Chacun était tenu d'assurer la défense de ses biens, de sa réputation, de son honneur, etc. Se défendre était légitime, c'était plus qu'un droit, c'était un devoir. Et aujourd'hui, même le bien le plus précieux, qui était cette exemplarité qu'on donnait à nos enfants, on a accepté de le déléguer. On l'a donné à des instituteurs, à des enseignantes, qui sont parfois remarquables, mais on est beaucoup moins axé sur cette idée d'exemple. On va apprendre des choses, on va apprendre des textes par cœur, tout un tas de notions, mais la première des instructions, normalement, elle est celle de ces personnages qui sont exemplaires, qui montrent comment on doit être, comment on doit se comporter. Et malheureusement, ça fait partie de ce déclin anthropologique qui ne date pas du Moyen-Âge, qui a commencé bien avant, mais je trouve que la comparaison entre le Moyen-Âge et aujourd'hui le rend vraiment spectaculaire. Et ces noms-là qu'on entend dans l'histoire, ils vous inspirent Oui, bien vous, sûr, je pense qu'on est fait comme ça. L'enfant, il est inspiré par le père. Le père était inspiré lui-même par son propre père, etc. Et c'est ce qui permet, justement, tu maintiendras cette espèce de cohésion, cette continuité dans le temps à travers les siècles. C'est une vraie victoire sur la mort, hein, puisque la vie ne s'arrête pas, si chacun accomplit sa mission, qui est une mission déjà difficile, de survivre et de transmettre la vie dans de bonnes conditions, et en plus de transmettre cet état d'esprit, l'état d'esprit qui va avec, qui permettra aux générations futures de surmonter les difficultés. Il y en a toujours eu à cette époque. Ça montre aussi qu'elles étaient bien plus terribles que celles qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, ces gens-là ne baissaient pas les bras, pas du tout. Ils ne renonçaient pas, ils se disaient pas tout est foutu, ils se battaient, ils faisaient voilà ce pourquoi ils étaient programmés. Donc, il faut essayer de renouer avec ça. Pour moi, c'est essentiel. Vous avez publié en 2013, il y a maintenant 12 ans, La France Orange Mécanique. Quel regard vous portez sur ce livre 12 ans après? Un regard, malheureusement, alors il y a de quoi se contenter du fait que ce livre a eu un écho et que maintenant il est plus ou moins mainstream, on va dire. C'est-à-dire beaucoup de gens partagent ce constat, n'ont pas eu le choix de le partager puisque le réel a débordé, il est allé à nous partout. Avant, à cette époque, c'était un petit peu confidentiel, cette idée, c'était un peu vague parce que beaucoup de professions pouvaient y échapper, n'étaient pas concernées. Maintenant que l'insécurité est livrée en colissimo devant votre porte jusqu'en bas de chez vous, c'est plus difficile de nier les faits. Donc ce livre a fait son chemin, malheureusement. Exactement les mêmes idées et les mêmes personnages qui ont permis que la situation Orange Mécanique existe sont encore aux commandes aujourd'hui. Et eux n'ont pas du tout envie de changer. Ils continuent avec l'immigration de quantité, avec le laxisme judiciaire, etc., etc. Donc, à partir du moment où les causes du mal sont en place, il n'y a pas de raison que le mal s'atténue, et il ne s'atténue pas du tout, malheureusement. Il n'a fait que s'aggraver. Chaque année passée depuis la parution d'Orange Mécanique s'est traduite par un nouveau record historique absolu des violences aux personnes, par exemple. Et il n'y a pas de raison que cette tendance s'infléchisse. Vous croyez à une solution qui vient du politique? Le politique est tellement mal en point que le problème, c'est que si on s'en remet à ça, c'est un petit peu s'en remettre à Jeanne d'Arc, quoi. Se dire, il y a un sauveur va arriver et tout va se résoudre. Mais le message de Jeanne d'Arc, justement, n'était pas celui-là. Elle le disait presque toujours, c'était « aide-toi, le ciel t'aidera ». Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Et l'important, c'est que les hommes d'armes bataillent, parce que s'ils font rien, s'ils attendent en regardant la télé, Dieu ne donnera pas la victoire. Donc, c'était pas du tout Dieu, c'était pas du tout l'assistante sociale comme on a aujourd'hui avec l'État. Là, on espère beaucoup trop de cet État, et si le citoyen n'arrive pas à trouver un moyen de forcer cette espèce de bestiole à se concentrer sur ses missions qui justifient son existence, c'est-à-dire assurer la sécurité, gérer les frontières, pour moi, il est plus légitime. Et le citoyen doit trouver autre chose.
Et peut-être qu'on va vers cette évolution. Et qu'on inspire des figures comme Bruno Retailleau ou Jordan Bardella. Bruno Retailleau qu'on a vendu comme le retour du régalien. Malheureusement, il est comme beaucoup d'autres avant lui, il est dans un rôle qui a, comme ça suffisait, ce rôle était suffisant pour beaucoup de Français, eh bien, il l'a joué à son tour, il a joué, voilà, un talent d'acteur certain. Encore une fois, avant lui, on a eu Sarkozy, on a eu Darmanin, on a eu Pasqua, on en a eu des dizaines comme ça, Valls aussi, qui étaient là pour incarner un personnage, une autorité qu'on sait très bien disparue, qui a disparu depuis longtemps. C'est-à-dire les discours plaisent parce que oui, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qui... Mais eux, ils se contentent de dire. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris que justement ces discours sont pernicieux, parce que c'est pas un discours gauchiste, culture de l'excuse, etc. Tout va bien se passer, naïf. C'est non, non, ça ne va pas, on va faire quelque chose, il faut de la fermeté. Mais ça ne veut rien dire. C'est encore pire que le discours. Ah oui, bien sûr, c'est pire. Moi, je pense que par exemple, Nicolas Sarkozy a été un président bien plus catastrophique pour la France que François Hollande. Parce que François Hollande était François Hollande, et Nicolas Sarkozy a été pire que François Hollande dans les faits. Alors qu'il avait ce discours, Le la Karcher. droite, etc., le Karcher, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc évidemment, c'est pire. Parce que M. Moyen donne dans le panneau, peut redonner dans le panneau indéfiniment. Jusqu'à preuve du contraire, ça marche à tous les coups. Et tant qu'on mise sa vie, son avenir, l'avenir de nos enfants sur des discours et des promesses, c'est signe qu'on est prêt, encore une fois, à se faire mener en bateau jusqu'au bout du monde. Moi, je ne me fie absolument à personne tant qu'il n'y a pas de résultat. On peut dire, lui, il a l'air d'être très prometteur, il est très bien coiffé, il parle très bien, mais il n'a encore rien fait. Donc, moi, je ne parierai pas ma vie sur lui. Vous pensez que cette fuite en avant, elle a lieu seulement dans les plus hautes sphères de l'État, ou elle a aussi lieu, par exemple, chez les préfets, chez les maires? Ah oui, oui, en fait, cet effet pyramide focalise l'attention sur le sommet, sur Macron, mais s'il n'était pas là, les choses se passeraient exactement de la même manière. D'ailleurs, quand il n'y a pas de gouvernement, on le voit très bien, les choses se passent parfaitement. Il y a toujours les préfets, l'administration qui délivre ses titres de séjour. Tout se passe exactement avec l'inertie de la machine, hein, le Titanic, c'est-à-dire le capitaine Smith, il dort ou il dort pas, c'est pareil. Le paquebot avance, la machine est en place. Et il y a une inertie énorme. Donc la base, enfin la tête de cette machine, elle est un petit peu, c'est un petit peu un fantasme, un petit peu une illusion. Ça rassure de se dire qu'il y a un type qui est vraiment le donneur d'ordre, mais en réalité c'est pas vraiment le cas. C'est toute la machinerie qui est un problème, qui se nourrit elle-même et qui a cette force d'entraînement. Donc il faudrait essayer de la réduire par pans entiers, petit à petit, le plus vite possible. C'est même pas une tronçonneuse qu'il faudrait, je sais pas, ce serait une machine à broyer toute cette administration qui est faite par essence pour faire encore plus d'administration, quoi qu'il arrive. Sa seule mission, c'est ça. C'est pas améliorer le quotidien des Français, voilà, donc elle se nourrit elle-même, c'est une forme de parasite. Et c'est à elle qu'il faut s'attaquer, je pense. C'est un problème purement français ou européen, mondial? Non, alors les Français ont, c'est vrai, une appétence très forte pour un gouvernement centralisé, pour toujours plus d'administration. Et eux aussi font partie du problème, parce qu'il ne suffit pas de dire la pyramide, l'administration, etc. Monsieur Moyen est très demandeur. La crise du Covid, tout le monde disait « il nous emmerde, on a vu les maîtres, on nous a réduit en esclavage ». Non, Monsieur Moyen était tout à fait demandeur. Ceux qui étaient contre les mesures coercitives étaient des exceptions. C'est un recul volontaire. Et oui, et celui qui appelait pour dire mon voisin, il a mis ses enfants dans le jardin, l'autre il a son masque qui est descendu, ça c'était plutôt la norme. Donc il ne faut pas avoir d'illusion là-dessus. Le citoyen archi-domestiqué a tendance à penser qu'encore plus, pour lui l'autorité, c'est encore plus de pouvoir pour le maître et encore moins de pouvoir pour lui-même. Sauf que le problème, c'est que
quand on veut exercer cette autorité sur des types qui s'en foutent, qui sont à la 40e condamnation, qui n'ont absolument pas du tout cette vision domestique, ça ne marchera pas sur eux. Donc l'État va se concentrer sur ceux qui sont réceptifs, qui sont sensibles à ce dressage. Donc là, c'est Monsieur Moyen. Monsieur Moyen, il roule à 52, il voit la police, il a peur. Lui, il est, on peut le... Donc tant qu'on peut le conditionner à merci, on ne va pas s'en priver, ce sera toujours sur lui qu'on va exercer cette force, qu'elle soit conditionnement médiatique ou une force coercitive directe avec les policiers, les gendarmes, etc. Il y a une accélération de cette force. On a vu très récemment Jean-Hugues Gana qui a été mis en garde à vue pour avoir filmé des avenants dans la rue. Ça, c'est un processus qui s'accélère. Il y a une panique, je pense, de ce vieux monde qui sent que les choses lui échappent. À plusieurs niveaux, il y a des critiques qui sont formulées contre le pouvoir qui n'existaient pas avant, notamment la légitimité de l'État, de l'impôt, etc. Et ça, il a beaucoup de mal à composer. Il sait très bien qu'il n'est pas légitime, qu'il fait n'importe quoi, qu'il n'a pas beaucoup d'arguments. Donc, il va essayer de reprendre le contrôle de l'information, notamment des réseaux sociaux. Macron l'a dit de manière très claire. On va contrôler les fausses informations. Donc quand on sait qui va les contrôler, des gens qui produisent eux-mêmes des fausses informations tout le temps, que ce soit le service public, les médias agréés, que ce soit l'État, l'administration, les juges qui sont sélectionnés pour ça, c'est pas du tout rassurant, évidemment. Ils vont essayer de verrouiller toute information qui leur échappe pour pousser en avant le discours officiel. Donc on sait qu'il est parfaitement mensonger et qu'il est dangereux parce que nier la réalité, par exemple, criminelle, c'est se faire complice du crime et c'est aggraver une situation. Et cette lâcheté va conduire à des situations de cataclysme. Vous vous dites libertarien ? Non, moi je me dis rien du tout. Je constate que ces idées, ce courant, qui n'existait pas il y a quelques années en France, a vraiment explosé ces dernières années. Alors, on a l'exemple argentin, on a des exemples internationaux qui tendent à penser qu'il peut y avoir un virage dans cette direction. C'est-à-dire beaucoup moins d'État, beaucoup plus de liberté, de responsabilité individuelle. Moi, évidemment, ça, c'est un discours qui m'a toujours parlé. Réduire le maître, cette idée qu'il faut absolument qu'il y ait ce Big Brother au-dessus de nous qui régisse nos âmes, ce qu'on a le droit de lire, de penser, etc. Donc ça, c'est très bien. Après, on est dans le monde réel, et dans le monde réel, les discours qui peuvent séduire un certain nombre d'individus sur le papier, jusqu'où vont-ils dans la vraie vie ? Combien de Monsieur Moyen sont prêts à franchir un tel cap, à reprendre en main leur vie ? Ça, c'est une question plus délicate. Et selon vous, quelle serait la bonne place de l'État, idéalement, que ce soit en matière de sécurité, de frontières, s'il est là, c'est déjà que les choses ne marchent pas au départ, qu'il y a eu un vide dans lequel il s'est engouffré. Dans mon livre Debout et de sang, on en est vraiment à ce début où l'État commence à réussir à tenir l'armée, une armée régulière, et à priver la noblesse de ses privilèges guerriers petit à petit. C'est le début d'un processus. Et une fois que l'État confisque ce monopole de la violence et de la protection des personnes et des biens, c'est déjà trop tard en quelque sorte, parce qu'à partir de là, il va dire oui, mais je vais aussi prendre l'éducation, puis la foi finalement, je vais m'en occuper aussi, et puis tous les pans de la vie, et puis l'euthanasie, et puis vos naissances, etc. Et de A jusqu'à Z, il va mettre en coupe régler la vie et il ne s'arrêtera jamais. Comme je le disais, l'administration se nourrit elle-même. C'est un parasite, un mécanisme qui nous échappe. Donc s'il n'a plus de contre-pouvoir comme la noblesse, le clergé ou l'individu réfractaire, eh bien il va jusqu'au bout et il finira par dévorer l'autre et on va tous couler avec lui, je pense. Donc l'idéal, ce serait de le rabaisser très sévèrement dans ses prétentions, de lui reprendre tout ce qui est complètement fou qu'il prenne en main, l'éducation, la santé, pour moi, quasiment tous les secteurs finalement. Encore une fois, est-ce que le pays y est prêt ? Est-ce que le pays mentalement pourrait faire cette bascule ? C'est plus difficile à dire. Peut-être que la bascule va se faire parce que l'État va s'effondrer, justement, comme c'était le thème un petit peu de guérilla, et on sera bien obligé de se retrousser les manches puisque le super-État ne sera plus là.
Et vous pensez que le salut vient de l'individu ou plutôt de communautés naturelles, comme la noblesse ou, Alors, l'individu seul, évidemment, euh, concrètement, a peu de place Mm. dans ce jeu. Il est broyé par la machine, comme tous les autres. On est souvent des pions, mais une somme d'individus forts, d'esprits lucides là-dessus, sans concession, intransigeants, peuvent créer cette force d'entraînement. C'est souvent comme ça que ça se passe. On dit souvent ceux qui mènent réellement, ceux qui président au devenir des nations sont peu nombreux, sont des petits groupes déterminés et agissants qui entraînent derrière eux le banc de sardines, qui attend de voir où il faut aller. Donc, pour moi, c'est à chaque individu qu'il revient d'incarner cette espèce d'impulsion, d'arrêter d'être spectateur de ce qui nous arrive. Au Moyen-Âge, encore une fois, personne ne pouvait être spectateur parce que sinon, si on se contentait de regarder, on était mort. Il fallait être acteur de sa vie à plein temps. Et c'est ce qu'il faut essayer de retrouver. Je sais qu'on a tous énormément d'occupations. Il faut qu'on travaille beaucoup pour nourrir le monstre, justement, pour nourrir ce tyran qui nous fait tant de mal. Donc, il faut essayer de prendre sur nous, sur notre temps, sur notre réputation, pour incarner cette résistance, cette alternative à ce monstre, en étant soi-même le plus exemplaire possible. Vous avez écrit en 2018, il me semble, Guérilla, qui est un roman d'anticipation ou une dystopie au choix. C'était même en 2016, je crois. 2016, le premier. pardon. Il y a eu, Oui, il y a eu 3 3 volumes. volumes. Vous croyez encore vous avez cru un moment Quand on voit, moi, dans Guérilla, la seule interrogation, c'était que si les choses continuent comme ça, comment va venir cette chute ? Moi, c'était l'embrasement des banlieues suite à une descente policière qui tourne mal. Mais une crise mondiale, une guerre, un effondrement économique sont peut-être plus probables. Mais peu importe, le résultat risque d'être à peu près le même. La France est vraiment dans une situation financière absolument cataclysmique, et encore une fois, avec les mêmes incompétents. Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont là. À partir de là, et même, il n'y a même pas de remise en question réelle. On a Bruno Le Maire qui peut expliquer tranquillement que oui, ils ont perdu 1000 milliards parce qu'ils ont fait une petite erreur de calcul, que tout le monde était au courant, et que ça ne fasse pas un scandale plus grand que ça. Et puis le remet dans le gouvernement d'après. C'est absolument fou que ce gars ait été rappelé et puisse être tranquille après ce qu'il a fait. 1000 milliards de dettes qui vont peser sur nos enfants. Encore une fois, au Moyen-Âge, quand quelqu'un, un intendant se livrait à des malversations avec le trésor public, la peine était autre, et tout le monde se rendait compte qu'il y avait un problème et que c'était totalement inadmissible. Les atteintes aux biens au Moyen-Âge, aux biens publics, étaient gravissimes. Et aujourd'hui, ça paraît, oui, mais d'accord, mais ils étaient en charge, donc on s'en fout. À partir du moment où nos affaires, on peut dépenser n'importe comment l'argent de l'État, mais on oublie que c'est le nôtre. Et ça, déjà, c'est vraiment des bases à reconnecter. Quand le français, monsieur Moyen, dit c'est bien, l'État va mettre beaucoup d'argent dans machin, on oublie toujours de se demander à quoi ça a réellement servi quand ça a été fait, et d'où vient cet argent. Et pourquoi c'est légitime que l'État le prenne pour l'utiliser pour quoi que ce soit. À partir de là, on recrée des privilèges. Et donc, pour moi, la révolution n'a jamais eu lieu. C'est devenu... en fait, la révolution a consacré le pouvoir absolu de cet État tyrannique. Quelle serait la place du changement de population dans un scénario comme celui-là ? Alors, ça, c'est pour moi le problème le plus urgent et majeur, parce que une crise économique, une pénurie, des maladies, etc., on peut toujours s'en relever. Là, c'est différent, parce qu'on parle de la disparition du peuple français, à très court terme sur une échelle historique. Parce que nous, ça nous paraît... on vit dedans, donc on peut toujours dire que c'est pas long, que c'est long, mais c'est extrêmement court, c'est extrêmement soudain, et les conséquences sont infinies. Un peuple qui disparaît, c'est une conséquence infinie. C'est-à-dire que justement la mission de nos ancêtres, qui a été de transmettre ce patrimoine culturel et leur patrimoine génétique, et donc l'expression de ce patrimoine génétique culturel, ça va avec, c'est-à-dire le peuple, sa culture, c'est l'expression d'un peuple.
Et ça, c'est primordial. Donc si le peuple disparaît, l'expression culturelle française cessera d'exister. Elle sera autre, elle sera différente, peut-être qu'elle sera très appréciable, j'en sais rien, mais en tout cas, elle n'existera plus. Donc on aura failli à notre mission. Et moi, ça me pose un problème. Je pense que le peuple, malheureusement, son système immunitaire a été détruit par des années de battage médiatique, de conditionnement, de propagande antiraciste, l'accueil, la tolérance, etc. Et ça, réellement, on a vécu dans l'idée, dans les terres, des êtres humains interchangeables, et ça a des conséquences apocalyptiques. Je sais pas les termes qu'on peut. Il n'y a pas de terme assez fort pour le dire. Renaud Camus utilise les bons termes souvent. Vous adhérez à la thèse de Renaud Camus? Oui. Alors, encore une fois, la thèse de Renaud Camus résumée par Wikipédia, non. Oui, bien sûr. Parce que souvent, on prête, on dit la thèse du grand remplacement. Le grand remplacement, il a lieu factuellement. Mais on prétend que c'est une thèse complotiste parce qu'il y a des puissances occultes qui travaillent dans l'ombre, etc. Non, tout est clair, l'administration française appuie ce grand remplacement avec les titres de séjour qu'elle délivre, avec le refus d'exécuter les OQTF, etc. Elle pense que c'est une chance pour la France. Elle le dit, la diversité est une chance pour la France. À partir de là, c'est déjà une façon de grand remplacer. Quand on dit c'est de la créolisation, c'est fantastique, c'est la même chose. On parle de la même chose. Peu importe comment on l'appelle, les faits sont là, le peuple est en train d'évoluer, de changer. Et donc il va vers sa disparition, le peuple français historique. C'est un fait. Bon, peut-être qu'on sera très heureux quand on sera comme les Sud-Africains, les Boers ou les descendants anglais de ce pays, qui sont peut-être 4,5 millions et qui sont minoritaires sur leur terre historique. Bon, on peut essayer. Moi, je suis pas convaincu que ce soit une voie sage, une voie raisonnable. Et l'histoire ne nous a jamais... on n'avait pas ce problème à gérer historiquement, comme les États-Unis ont pu l'avoir, par exemple, ou des pays d'Amérique du Sud. Nous, on n'avait pas ça. On a créé ce problème, on a voulu le créer, avec un angélisme délirant et des conséquences qui sont catastrophiques, et qui n'en sont malheureusement qu'à leur début. Justement, comment ça va finir selon vous? Forcément, un remplacement petit à petit forcément pas bien, parce que si des mesures ne sont pas prises extrêmement rapidement, eh bien pire ce sera. Plus la situation sera intenable, et plus on va aller vers un pays. Il faut prendre les exemples de ceux qui nous précèdent, le Brésil, l'Afrique du Sud, c'est-à-dire vous aurez des quartiers sécurisés avec des clusters, des miradors, des vigiles partout, des types armés jusqu'aux dents, prêts à tirer sur n'importe qui. Un taux de criminalité totalement délirant, c'est-à-dire un pays quasiment dans un état de guerre permanent, donc aucune perspective de capital social, c'est-à-dire une société qui existe, de développement économique, d'avenir transcendant, c'est simplement de la survie. Parce qu'on s'est dit, il faut essayer ça. Bon. Encore une fois, je pense que c'est une logique délirante et qu'il faut, par tous les moyens, essayer d'y mettre un terme. Justement, quels seraient les moyens, les solutions? Alors, les moyens, pour moi, pour l'instant, sont pas délirants. La simple application de la loi, du code pénal dans toute sa rigueur, simplement, quelqu'un qui est condamné pour un viol reçoit la peine qui est prévue par le code pénal. Il n'y a pas de remise de peine, il n'y a pas de machin. On vous a condamné comme ça. Par respect pour la victime, vous allez faire la peine du jour 1 au dernier jour. C'est comme ça. Si on fait ça, on annihile, on réduit l'insécurité quasiment à néant. Si on expulse les individus, les étrangers qui sont en prison, au terme de leur peine, systématiquement, si tous les irréguliers dans ce pays sont expulsés, ce sont déjà des mesures qui seraient assez dissuasives à mon avis. Ensuite, si vous supprimez tout un versant social attractif, on pourrait imaginer une caution, par exemple, à chaque immigrant qui vient ici, il doit s'affranchir d'une caution de 15 000 euros. Voilà, sinon il ne vient pas. Parce que c'est le ticket d'entrée, c'est comme ça. On a le droit d'être select. Parce que nos ancêtres, eux, se sont saignés pour que ce pays ressemble à quelque chose. On a, nous, investi, il suffit de calculer l'argent que le contribuable verse chaque année pour que ce pays
est quelque chose en plus, cette somme de sacrifices, il est absolument anormal que quelqu'un qui n'a jamais contribué à cela arrive, puisse s'asseoir les pieds sous la table et même reçoive quelques contreparties. C'est absolument amoral. Donc il doit se mettre à niveau d'une manière ou d'une autre, ou sinon il n'est pas le bienvenu. Et de toute façon, je pense que à partir du moment où il n'a pas de rapport avec notre histoire et notre culture, il n'a pas à venir ici. Il y a beaucoup d'autres pays de cultures différentes qui sont sûrement plus accueillants et plus adaptés.